Bienvenue sur un nouveau podcast de Vivre en Russie, podcast spécial puisqu'il devrait être en vidéo si tout se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes à Krasnodar et j'ai le plaisir enfin d'avoir comme invité notre ami Valentin de Moscou. Tu viens dans le sud, enfin, c'est ça. Voilà. Salut Fabrice. Chercher la lumière qu'on a en face, excusez-nous un peu pour la luminosité, mais il y a trop de lumière en fait ici à Krasnodar, ça change un peu de Moscou en fait. Ah là là. Ah. Ça taquine tout de suite. Ouais, je pense que j'ai gagné 10 degrés et on est passé de l'hiver, on est revenu à l'automne. On n'a plus de feuilles dans les arbres à Moscou, il la neige partout. Mais là, ce qu'on dit pas, c'est qu'en face de nous, il y a un balcon et le soleil tape tellement fort qu'on transpire un petit peu là. Voilà. Pour ceux qui nous voient à Moscou, bonjour. Donc, podcast. Le podcast que je fais régulièrement, que je vais faire de plus en plus régulièrement plutôt, c'est pour donner la parole aux gens qui se sont expatriés en Russie. Et donner les raisons et leur parcours. Donc on va commencer très clairement, directement. Pourquoi, quand tu es venu en Russie? Alors, ça faisait longtemps que j'avais ce rêve de partir vivre en Russie. Je suivais tes vidéos, je me souviens, on en a parlé d'ailleurs hier, je crois que tu avais fait cette vidéo où tu présentais ta recette de kasha pour le petit déjeuner, et je crois que ça fait il y a 10 ans. Non, il n'y a pas 10 ans. Moins que ça? Non, moins que ça. Ça fait une paille déjà. Et ça faisait très longtemps que je m'intéressais à la Russie, j'avais ce rêve de venir vivre. Mais ce qui a déclenché le passage à l'action, ça a été le confinement. Comme beaucoup, j'ai eu une période d'introspection, je me suis posé plein de questions. Et c'est là où je me suis dit, c'est maintenant, je pars. Donc j'ai eu l'opportunité de postuler au programme des bourses gouvernementales russes pour l'étude des étudiants étrangers en Russie. Bourse que j'ai obtenue. Alors en soi, c'était pas dur parce qu'il fallait juste rentrer dans les cases. Il n'y avait pas de, on n'avait pas rempli de quota cette année, comme chaque année d'ailleurs. Il y a toujours des places de libre pour cette bourse. Et donc j'ai pu partir en Russie, à Moscou, pour étudier pendant 1 an à l'université la langue russe. Donc pendant 1 an, j'ai étudié 5 heures par jour à l'université, en ayant 5 heures de cours de russe par jour. Plus les домашние задания, les devoirs à la maison, encore quelques heures. Et j'avais déjà mon projet professionnel en tête, comment je voulais, on va dire, enchaîner après l'université. Mais voilà, c'est l'angle d'attaque que j'ai choisi pour m'expatrier en Russie. C'est venir étudier la langue russe, ce qui a tout facilité parce que j'ai eu le visa d'étudiant, donc fourni par l'université. Ils se sont occupés de tout. Le logement également, en ce qu'on appelle en Russie un общежитие, un dortoir universitaire. Un foyer étudiant, oui. Un foyer étudiant, ouais. Donc ça permettait d'avoir un point de chute et d'être sécurisé à ce niveau-là et pas dépenser d'argent pour le logement à mon arrivée. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en Russie. D'ailleurs, sur les études en Russie comme porte d'entrée pour venir vivre en Russie, ou ne serait-ce que tester la vie en Russie avant de prendre une décision pour s'expatrier et le logement, ce sera des vidéos que je vais produire prochainement, auxquelles vous pourrez les consulter. Mais comment ça s'est passé alors? Tu nous as raconté comment tu es arrivé, le pourquoi, sortir de cette prison européenne qui est de plus en plus flagrante avec l'actualité, mais on ne va pas revenir dessus. Et comment ça s'est passé ton adaptation, on va dire, à la vie russe? Parce qu'il est évident, entre l'idée qu'on se fait de la Russie et la Russie telle qu'elle est, alors Moscou c'est une des Russies, il y a plusieurs Russies. Ici, dans le Kuban, à Krasnodar, c'est une autre Russie, bien que ce soit un des 4 pôles principaux de développement économique de la Russie d'aujourd'hui et encore plus de demain. Là, je fais la promo pour Krasnodar, mais vous comprendrez dans les futures vidéos que je vous ferai surtout au printemps. Mais à titre personnel, l'adaptation, le choc culturel, puisque les Russes sont des Européens, bien évidemment, mais
il y a quand même, le monde russe, c'est quand même quelque chose d'un peu différent, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais toi, ton avis, en particulier maintenant c'est encore autre chose, mais la première année ou les 2 premières années, qu'est-ce qui pour toi a été facilité, qu'est-ce qui pour toi a été difficile, qu'est-ce qui pour toi a été une découverte? Ok. Avant de parler du volet, on va dire, différences culturelles, moi j'ai eu un petit choc sur la santé, on va dire. Notre prof de russe à l'université nous disait que bon, c'était l'adaptation. On avait une période dans laquelle on allait tomber malade et que c'était normal. Comme les enfants au jardin d'enfants, Ouais, c'est ça, ouais. maternelle. Il faut refaire finalement son immunité. Et mon premier hiver, j'ai enchaîné les maladies, j'ai tout eu, en fait, un enchaînement de rhume, grippe, angine, et comme ça pendant plusieurs mois. Et depuis, j'ai une santé de fer, j'ai plus de problème, mais il a fallu mettre en place des choses pour comment dire, s'adapter et renforcer son immunité. On en a parlé en off. Enfin voilà, on prend des vitamines, on fait attention à notre santé, à ce qu'on mange, et c'est quelque chose qu'il a fallu mettre en place. Je prenais pas du tout par exemple de compléments alimentaires ou de vitamines avant de venir en Russie. Et maintenant, alors Krasnodar, vous avez le soleil, mais par exemple... vitamine D, on en a pas Ouais, besoin. voilà, c'est ça. Bon, à Moscou, il faut un petit complément pour se mettre à niveau. Je dirais, sur l'adaptation, moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est ça, quoi. Il faut se renforcer au niveau immunité. Tu parles que le climat à Moscou en particulier, finalement, il est un peu plus rude que dans nos contrées françaises, climat tempéré. Il y a ça, et puis le facteur aggravant, c'est de vivre en foyer étudiant, où ça brasse beaucoup de gens. Il y a plus de promiscuité, oui, de toute façon. Oui. Ouais. Et puis, il y a ce truc-là aussi que il n'y a pas de ventilation, souvent, dans ce type de bâtiment. En Russie, oui, c'est vrai qu'il faut dire, j'en parlerai dans une vidéo, que je vous parlerai des appartements, comment les gens vivent dans des appartements. Je vous montrerai des appartements plus ou moins témoins, vous verrez les différents styles de vie et rovine, de niveau. Souvent quand même dans leurs fenêtres, il n'y a pas d'aération automatique comme on peut trouver ça en France, et c'est vrai que ça c'est un point assez négatif. Bon, ceci étant dit, quand vous avez le chauffage commune, collectif, central, comme dans la plupart des bâtiments en hiver, comment réguler quand il fait trop chaud? Vous ouvrez la fenêtre. Ouais, ce qui nous surprend quand on débarque, mais on s'y fait un final. Voilà, alors sur l'aspect santé, c'est ce qui m'a surpris. Après, sur l'aspect culturel, effectivement, les Français, on a un atout charme extraordinaire en Russie. On est très apprécié, je trouve. Ça m'a servi plein de fois, le fait de dire que j'étais français, ou en tout cas que les gens le remarquent souvent à notre accent qui s'identifie. Je pensais pas d'ailleurs qu'au travers de mon accent, les gens allaient identifier que je suis français, mais souvent il y a aucun doute, ils comprennent tout de suite. Et c'est vrai que ça ouvre des portes, même au niveau administratif. On n'est pas... comment dire ça, sans nous donner des passe-droits, ça nous facilite les choses parfois. Oui, c'est vrai qu'avec l'excitation médiatique actuelle et le fait que les Russes en Occident sont un peu, on va dire, critiqués, on va dire, d'une manière systémique. En Russie, c'est pas du tout ça. Les gens font vraiment la différence entre ce qui arrive d'un point de vue politique et les gens qu'ils rencontrent au quotidien. Et tu confirmes donc, ça a été le cas, moi, depuis que je suis arrivé, depuis 15 ans que je suis en Russie, mais même maintenant, dans les périodes, entre guillemets, les plus difficiles dans les rapports inter-européens, les Russes, ils font pas d'amalgame. Ils font pas d'amalgame, ils sont toujours accueillants, et je dirais peut-être même plus, en disant merci d'être là, quoi. Ouais. Souvent ils sont intéressés de savoir ce qu'on en pense de la situation en France ou en Europe, parce que c'est vrai que pour eux ça peut être comment dire, surprenant. Mais ouais, ils nous mettent pas dans le même paquet, clairement pas. C'est ça en fait, c'est que l'idée du russe froid, ou de la russe froide, ça c'est une autre histoire, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai dans la première approche, mais dès que tu dépasses la carapace, encore un autre sujet de vidéo, dès que tu dépasses la carapace,
C'est vraiment une proximité, une simplicité et des gens qui peuvent vraiment devenir vos amis assez rapidement et des vrais amis, pas des amis qui disparaissent quand vous avez besoin d'eux, quoi. C'est encore une autre histoire. Mais quelles sont les autres choses qui t'ont surpris? Juste là-dessus, c'est tout à fait ce que je vis actuellement. Alors les bureaux dans lesquels je travaille aujourd'hui sont à l'intérieur d'un coworking. Et du coup, il y a d'autres entreprises et d'autres personnes autour de nous. Et il y a des gens avec qui, on va dire, j'ai sympathisé. Et sans devenir des amis, c'est des gens à qui je serre la main. Des bonnes connaissances. Ouais, voilà. Maintenant, alors qu'on ne serre pas forcément la main à des inconnus comme ça, on s'ignore un petit peu en Russie par rapport à la France, où la France, dans le monde du travail, souvent on va se serrer la main. On fait la bise. Ou au moins se hocher la tête en se croisant dans les couloirs pour se valider. On ne fait pas ça en Russie. Non. Mais par contre, je trouve qu'en Russie, c'est engageant. Une fois qu'on a fait un pas vers quelqu'un, quelque part, il faut l'assumer et on ne va pas le lendemain arrêter de serrer la main à la personne, juste lui passer devant. C'est pas de l'hypocrisie. Voilà, les rapports humains sont plus engageants une fois qu'on a fait un pas en avant. D'ailleurs, comme à la salle de sport aussi, les gens ne vont pas comprendre si un jour on les salue et le lendemain on les salue plus. Ce qu'on peut plus se permettre en France. On est plus inconstant, je dirais, dans les rapports. Oui, la politesse, de toute façon, c'est une forme de vivre ensemble pour éviter de se taper dessus. Mais en Russie, c'est quand selon les critères français, hein, quand tu es poli, tu dis bonjour, etc., c'est que tu engages une relation. Et comme tu le dis, tu vas pas zapper demain parce que tu as mauvais caractère, quoi, ou tu as passé une mauvaise journée, ou tu as commencé une mauvaise matinée. Ou dans ces cas-là, on envoie un message. C'est qu'on n'est pas intéressé de se rapprocher de cette personne. Oui, c'est plus clair. Les choses en Russie sont plus dures, mais sont plus claires. Moi, tu sais que c'est la personne s'intéresse à toi, tu sais que c'est un ami ou pas. Les choses sont plus claires, c'est plus dur, mais plus clair. C'est pour ça que là aussi, c'est pas fait pour tout le monde, comme je le dis souvent. T'as d'autres éléments culturels ou d'approche ou de vie au quotidien qui t'ont surpris, pas automatiquement culturels, mais des choses qui peuvent changer, parce que bon, un supermarché en Russie, c'est un supermarché en France, hein. C'est juste Je sais pourquoi tu dis ça. Ah, tu crois? Je sais mais c'est juste peut-être connaître quel est le meilleur produit, etc. Oui. Mais quelles sont les choses au quotidien, alors surtout à Moscou, il y a le métro, etc., une ville très numérisée. Oui. Quelles sont les choses qui t'ont vraiment choqué en te disant on m'a parlé du tiers-monde, mais je crois que j'en viens, quoi. Oui. Oh, bah là, tu m'as un peu orienté sur la réponse, mais effectivement, oui, je pense que j'enfonce des portes ouvertes en disant que Moscou, c'est impressionnant comme ville. Enfin, Krasnodar, ça me paraît être au niveau technologique, bancaire, enfin, c'est la même chose, ça reste la Russie. Mais Moscou, c'est vrai que le métro, le fait que... Alors déjà, j'étais impressionné par le métro quand je suis arrivé, mais de voir que... Le métro, c'est un musée. Déjà. Voir qu'on peut payer à l'entrée du métro avec son téléphone, puis maintenant avec la reconnaissance faciale. Alors, tout de suite, hein, je vois les gens arriver. Ceux qui sont volontaires, hein, c'est pas un automatisme. C'est si tu veux le faire, tu t'enregistres et c'est bon. Et d'ailleurs, il y a une loi qui vient de passer, tu as accès à tous ces éléments d'ordre privé et tu peux interdire l'accès à telle ou telle administration si tu as envie. Oui, mais... Donc c'est très clairement aujourd'hui appliqué avec le site central des services qui est Goslogi. Alors on peut ne pas payer avec la reconnaissance faciale. Avec la carte bancaire, tu as envie. Oui, voilà, bien sûr. Mais si vous voulez pas... dans le métro, la caméra va quand même vous filmer, que vous soyez d'accord ou pas. Hein, pour la sécurité, surtout en Russie, les caméras, il y en a partout, hein, c'est vrai. Dans les villes. C'est pour ça que la sécurité est bonne et c'est pour ça que généralement, quand tu viens à Krasnodar ici, tu ne vois jamais de policiers. Tu n'en vois jamais. Et pourtant, c'est une ville qui est très sécure. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la Russie. 2, parce que la justice, le sursis, ça n'existe pas trop. 3, tu n'as pas envie dans les prisons en Russie. Et 4, tu as un contrôle social où les gens, s'il se passe quelque chose, vont quand même réagir. C'est pas on va fermer les yeux et puis baisser. Ça n'existe pas en Russie. Surtout si c'est une femme qui serait attaquée. Oui. Et qui plus est, si c'est venant de quelqu'un qui ne fait pas partie du corps national russe. Donc, impressionné par le niveau technologique de la Russie. Moscou, tout est organisé, tout fonctionne. Je crois que les cantonniers, ils sont une armée de 20 000 personnes.
les pelouses sont tondues l'été, il n'y a pas de mauvaises herbes sur les trottoirs. Moi, je suis revenu en septembre en France, après 2 ans non-stop en Russie. J'étais choqué, en fait, c'est des choses auxquelles je faisais peut-être pas attention avant, quand j'habitais en France. Mais le fait de comparer avec la Russie aujourd'hui, le niveau de propreté qu'on a dans une ville comme Moscou ou Krasnodar, comparé à une ville moyenne de France, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus propre ici et tout fonctionne. L'administration, même si on peut se plaindre des fois de la complexité des démarches, le pays est fonctionnel. Oui, enfin entre il y a 15 ans et maintenant, je t'assure que Ah oui, il y a un bond d'efficacité. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ta remarque sur les banques. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est la différence après le confinement, qui a été, c'était le maximum à moi sur Moscou. Les gens ont tellement gueulé que le gouvernement, tout du moins l'administration de la ville, a fait marche arrière. Comme quoi, on se demande quel est le pays le plus démocratique. Et puis, à Krasnodar, ça a été 15 jours, et puis après ça s'est arrêté. Mais la différence que j'ai pu voir en France, c'est que les banques sont devenues plus bureaucratiques, plus administratifs, il faut prendre rendez-vous, comme tu as dit, etc. Tu ne peux pas venir. Alors qu'en Russie, ils sont non servis pour moderniser, pour encore être plus digital, être encore plus facile. Ils ont remodelé même les agences. Tu as des distributeurs automatiques, tu peux presque tout faire, d'ailleurs même sans une personne, mais tu as toujours une personne qui est là, qui te guide. Non, je trouve même que au contraire, c'est devenu plus... c'est une anecdote, mais c'est quand même, pour moi, c'est un élément qui démontre que lorsque la Russie est face à un souci, elle se remet en cause. Le système qu'elle avait avant, elle remet autre chose. Alors des fois, c'est lent effectivement à se mettre en place, mais quand ça se met en place, tu avances. Tu avances, alors qu'en France, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est un prétexte pour descendre, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est très confortable en Russie, le fait de pouvoir faire les pérévodes, là, les transferts entre personnes d'argent. De carte à carte. De carte à carte, sans RIB, juste avec... Gratuit. Gratuit. Depuis quelques mois, alors qu'avant, dans ta banque, c'était gratuit. Dans une autre banque, tu payes un petit pourcentage. Que fait le gouvernement? L'horrible dictature. Elle a indiqué que maintenant, quelle que soit la banque, les frais étaient de 0 rouble. Donc, tu sois dans n'importe quelle banque, tu te fais de carte à carte, ça te prend des fois 1 seconde, 3 secondes quand c'est long. Et voilà, c'est fait. Ah oui, et puis on peut même utiliser le numéro de téléphone pour faire le virement à quelqu'un. Ouais, et puis c'est instantané, ouais. Ouais, c'est tout de suite instantané, avec des sommes des fois très importantes. Mais ça, c'est pas l'objet de notre podcast. On va revenir sur toi, même si on a beaucoup de choses à dire sur la Russie. Et toi aussi, évidemment. Mais ce sera l'occasion quand je viendrai à Moscou. Avec plaisir. On en refera. Pas sous la neige. Tu as dit que tu es allé étudier. Ta porte d'entrée, ça a été l'université. Oui. Ok, mais tu n'as pas expliqué véritablement pourquoi la Russie t'attirait. Et donc la langue russe aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, d'ailleurs, de venir en Russie à cause de la langue, pensent-ils que c'est difficile. Et le fait que tu sois allé à l'université, ça t'a aidé dans ton intégration jusqu'à aujourd'hui? Ok. Alors, sur la première partie de la question, sur le pourquoi la Russie, alors c'est un choix rationnel. Alors, moi, j'avais ce rêve de partir en Russie, mais quand j'ai vraiment décidé de m'expatrier, j'ai pris, on va dire, la carte du monde, j'ai regardé tous les pays. Je voulais partir de France, et on va dire, avec mes critères qui me sont personnels, la Russie, c'était le pays numéro 1. C'est le pays qui présentait le plus d'avantages, le moins de désavantages. Bien sûr, c'est un compromis, il n'y a pas de pays qui est parfait. Non. Et même si la situation a changé en Russie, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis là depuis plus de 2 ans maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, mais mon avis n'a pas changé. D'ailleurs, on en parlait hier soir avec Johan, c'est, si on imaginait une expatriation, ou partir, à part rester en Russie, il n'y a pas de meilleur pays à l'heure actuelle pour moi. Donc c'est un choix rationnel, pourquoi la Russie.
Et ensuite, sur l'université, est-ce que ça m'a aidé? Oui, bien évidemment. En Russie, on ne peut pas faire grand-chose sans apprendre le russe. Moi, je n'ai pas vraiment de facilité pour l'apprentissage des langues. Je suis d'ailleurs souvent très impressionné par les gens qui arrivent à apprendre des langues facilement, en apprendre plein. Moi, ça a été dur. J'ai fait ça. Ça arrive souvent aussi, tu as des gens comme ça. Ouais, qui ont des facilités pour les langues. Mhm. Ouais, c'est très agaçant. Ouais. J'ai pas de facilité pour les langues, donc il a fallu le faire à la dure. Et l'université, c'est un endroit qui est parfait pour ça. La méthode d'enseignement est différente, je trouve, entre la Russie et la France, de mon expérience. Ils sont très orales hein, aussi. Ah oui, sur la méthode d'apprentissage. Mhm. Mais ça a des inconvénients, des ouais. avantages, mais bon. Ils sont très, je trouve, alors ça vient peut-être de ma prof aussi, très bourrage de crâne. On va dire ou cheat. Il faut apprendre c'est à l'ancienne. Par cœur, quoi. C'est à l'ancienne. Mais ça marche, c'est efficace. Ouais. Et tu as une méthode, tu la sais, tu travailles, persévérance, comme dans tout, tu as des résultats. Et donc, pour faire le lien, parce que tu me posais la question tout à l'heure sur la culture, l'apprentissage de la langue russe, donc comme je l'ai fait de façon académique, bien sûr, on apprend tout ce qui est règles de grammaire, vocabulaire, conjugaison, mais on apprend assez rapidement la langue au travers de textes. Et quand on étudie à l'université, on étudie des textes littéraires de classiques russes. Donc on lit du Gogol, du Pouchkine, du Dostoïevski. Et c'est une porte ouverte à l'apprentissage de ce qu'est la culture russe. Et c'est très intéressant d'apprendre la langue parce que au travers de la langue, on apprend plein de choses de la culture, de ce qu'a été l'histoire russe. Et ça rend l'apprentissage passionnant. Les mécanismes de pensée, puisque il est courant, mais c'est à peu près normal, hein, ça arrive à tous les gens, quels que soient d'ailleurs les pays dans lesquels ils vont, ils calquent la façon de penser, ou une certaine forme de rationalité ou de sensibilité, on va dire française, là où ils vont. Et à partir de là, ils essayent, c'est des critères de jugement. Mais vous ne pouvez pas juger quelqu'un par rapport à vos propres critères, sinon évidemment, vous n'allez pas le comprendre. Évidemment. Même 15 ans après, il y a des choses que je ne comprends pas et qui m'irritent toujours en Russie. Hein. On ne se défait pas de son éducation. Mais pour autant, la langue, ça permet de comprendre comment la langue est construite, donc comment ils voient une façon du monde, comment ils l'abordent. Et ça te permet de comprendre des fois pourquoi certaines réactions. Donc oui, pour comprendre les Russes, il faut venir des gens en Russie. Pas simplement 15 jours, ça suffira pas. Mais, et puis il y a différentes Russies aussi, même s'ils se ressemblent beaucoup hein, partout. En réalité, ils sont très très proches. Mais il faut selon moi, passer par la langue. Et même avant de venir en Russie, il faut déjà commencer à apprendre la langue. Vous ne pouvez pas venir ici en disant « je vais parler un peu anglais ». Alors déjà, est-ce que vous parlez vraiment anglais? C'est la question. Et secondo, oui, bien sûr. Peut-être un peu à l'université, comme ça. Mais dès que vous sortez, même à Moscou, je ne pense pas que vous allez pouvoir, à la caissière du supermarché, parler en anglais. Je ne pense pas qu'à la banque, pas tout le temps dans les banques, pas toutes les banques, ça peut arriver. Ne croyez pas qu'en Russie, on parle russe. Ouais. Donc, il n'y a pas photo. Même les gens qui parlent anglais, des fois, ne vont pas faire l'effort de parler anglais. Il faut parler russe. Non, mais vraiment, oui. Et c'est pas dire, mais dis donc, il pourrait parler anglais, il parle anglais. Bon, déjà, il est chez lui, il parle ce qu'il veut. Et puis, secondo, quand on est invité, on essaye de parler les us et coutumes, donc on parle le russe. Et le fait que vous parlez russe, même avec des fautes, surtout avec les déclinaisons, les padijis, etc., ça vous sera pardonné parce que vous aurez fait l'effort de parler la langue en réalité. Et puis même, ça les amusera avec votre accent français. Exactement. Donc, il faut jouer là-dessus. Avec les filles aussi. Et ça, c'est une autre histoire encore. Quoique, c'est une autre histoire. On va y revenir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent s'expatrier en Russie? Parce qu'il y a beaucoup de peur, la peur de la langue, on vient de l'indiquer, la peur du climat aussi, la peur, donc on va parler de Moscou et de Krasnodar par exemple, la peur des images qu'on fait, que c'est un régime autoritaire, on n'a pas de liberté, machin. À titre individuel, hein, on ne va pas rentrer dans la politique, c'est pas l'objet de vivre en Russie, mais
quel conseil tu pourrais donner, ou tout du moins casser les a priori ou les choses qu'il faut absolument faire, qui sont les incontournables? Moi, le conseil que je donnerais, c'est que s'expatrier dans un pays comme la Russie, c'est quand même quelque chose d'assez radical et qui sera dur. En fait, c'est dur. Il y aura des obstacles, c'est compliqué. Et je pense que le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise comme ça, c'est de ne pas se laisser le choix, en fait, de couper les autres possibilités. Le fait d'être obligé d'avancer. À titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai pris la décision de venir en Russie, j'ai vendu la plupart de mes biens matériels, j'ai vendu mon appart, j'ai vendu ma bagnole, à peu près tout ce que je possédais. Ce qui fait que mon retour en France, je l'ai envisagé parfois, parce que c'était dur, l'université, j'en avais marre d'apprendre, j'en avais marre de ma prof, j'en avais marre de mes colocataires, parce que ouais, la promiscuité, ça peut taper sur le système, mais le fait d'être, comme disent les Anglais, all-in sur ce projet, c'est une marche en avant qui peut pas vraiment s'arrêter, ou c'est beaucoup plus compliqué de s'arrêter. Donc, je sais pas si c'est un bon conseil, mais mon conseil, ce serait de ne pas avoir de plan B, d'y aller à fond. Moi, je vais résumer autrement. Arrêtez de réfléchir et vous dites que vous allez reporter votre voyage en Russie, après les événements qui sont en cours, après ceci, après cela. Il y aura toujours une excuse pour ne pas le faire. Venez, prenez un billet d'avion, prenez un hôtel. D'ailleurs, Vivre en Russie peut vous aider pour vous donner quelques informations. Vous pouvez d'ailleurs écrire dans les commentaires sur les questions d'ordre général, on pourra vous y répondre. Venez, arrêtez de réfléchir, venez, même ne serait-ce que 15 jours, même à Moscou, Krasnodar. Venez déjà, vous aurez fait le premier pas, et c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, et après, les choses s'enchaîneront. Et il faut aussi vous poser la bonne question, c'est est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est simplement un rêve, un fantasme, ou c'est une nécessité dans votre vie? Donc, il faut aussi savoir faire un bilan sur soi, mais ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo, puisque c'est très important. L'expatriation, ça peut être un tournant définitif dans votre vie, positif, mais si vous le préparez mal, ça peut être une grande déception et ça peut gâcher toute une vie. Donc c'est quelque chose de très sérieux. De très sérieux, oui, Vivre en Russie vous propose des services pour cela, évidemment, oui. Services payants, je le précise, mais c'est vraiment une question sérieuse, c'est votre destin qui est en jeu. Donc ça, c'est une vraie question, je vais vraiment y revenir plusieurs fois parce que c'est fondamental. Et moi, en partie, une de mes motivations aussi, c'est, je la résumerai, je la commenterai pas plus, c'est je veux essayer de sauver quelques âmes. Est-ce que je vais y réussir? Je ne sais pas, mais au moins j'essaye d'y contribuer. Je pense que d'un point de vue spirituel, on peut se comprendre. C'est louable, voilà. Tout à fait. Il faut savoir faire des bonnes actions de temps en temps. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Bon, question autre, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose. Non, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment le sentir en soi. Mais que ce ne soit pas une idée comme ça qui nous vient. Peut-être que... À la mode. Ouais, peut-être que mon avenir serait mieux là-bas. Non, il faut vraiment que ce soit radical des deux côtés. Il faut vraiment sentir qu'on ne puisse plus se projeter, que ce soit familialement, professionnellement en France, et vraiment sentir une attraction pour la Russie. Oui, la Russie, elle n'est pas faite pour tout le monde. Hein. Il y a des différents profils, différents caractères, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien pour la Russie ou que la Russie n'est pas bien pour vous. C'est qu'il n'y a pas match, il n'y a pas d'atome crochu, et ça, c'est juste la vie, c'est juste un fait. C'est pour ça qu'il faut d'abord venir, et pas venir simplement, tiens, on va pouvoir justement enchaîner dessus. Pas venir simplement une semaine en vacances, ça ne va pas le faire. Vous allez à la porte d'entrée, ça dépend ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui sont très urbains, Moscou c'est parfait. Vous êtes très culturel, à part l'hiver, vous allez aussi à Saint-Pétersbourg, c'est parfait. Mais c'est la porte d'entrée de la Russie. Vous voulez une ville dynamique, mais vous êtes déjà en province et c'est une autre mentalité avec ses avantages et ses défauts. Vous pouvez aller à Samara. Petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Vous pouvez aller à Ekaterinbourg. Vous êtes dans l'Oural. Vous pouvez aussi aller
dans le sud, où il y a du soleil, à Krasnodar. Voilà, le kraï de Krasnodar, le territoire de Krasnodar qu'on appelle le Kuban. Donc il y a Moscou, on va dire, venez à Moscou, venez à Saint-Pétersbourg, venez dans le Kuban. C'est, je pense, les trois destinations que... il y a Sochi, hein, ça vous parler de Sochi. C'est plutôt les trois destinations qu'il faut pour commencer à faire. Mais après, vous avez l'Oural, après vous avez la Sibérie, après vous avez le Proche-Orient. Vous avez différentes Russies et en fait, selon ce que vous souhaitez avoir comme vie, vous trouverez la Russie qui est faite pour vous en réalité. Ah ouais. Mais ouais, il y a aussi les aspects économiques. C'est vrai que Moscou est une ville chère, et même, je dirais, de plus en plus chère. Bah, la richesse se concentre essentiellement à Moscou. Et la différence de prix avec une ville comme Krasnodar, c'est vraiment significatif. Je crois que c'est, on va dire, du simple au quadruple pour les locations. Mhm. Et même pour commencer, d'ailleurs, je crois que tu accompagnes certains de tes clients sur même venir étudier sur Krasnodar. Ça peut être une option intéressante parce que même en tant qu'étudiant, même si le logement est payé, la vie est chère. C'est peut-être pas le meilleur angle d'attaque pour l'expatriation. Ça dépend après de tes revenus, effectivement, ou des économies que tu as pu faire pour venir. Moscou, c'est... quand tu es jeune, ça peut être, que tu es très urbain, je pense que ça peut être une bonne solution aussi. Maintenant, Krasnodar, hein, c'est une ville de presque 2 millions d'habitants, donc croyez pas Wikipédia. Officieusement. Bien sûr, oui. On en reparlera ça encore, parce que même des gens à Moscou, n'est-ce pas Alexandre, qui pensent que Krasnodar c'est 1,2 million, 1,3 million. D'ailleurs, on t'attend à Krasno pour une dégustation de vin régional. Cela étant dit, oui, Krasnodar, oui, je vais très prochainement effectivement proposer des parcours étudiants facilités pour que les gens puissent venir. Vous pouvez en plus, c'est pas obligatoire une année. Moi, vous savez, je suis rentré aussi, mon premier visa, ça a été 6 mois. J'ai fait 6 mois en fait. J'ai fait une demi-année, je suis revenu, j'ai posé ce qu'il fallait, par rapport à mon boulot que j'avais, et je suis après reparti de nouveau en visa étudiant sur 1 an, et puis je suis jamais reparti en fait. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée, même pour tester, déjà apprendre la langue russe. Si c'est la langue russe qui vous intéresse, même pas l'expatriation, ça c'est une bonne solution aussi. Et puis une porte d'entrée pour voir les gens, pour voyager à l'intérieur du pays, parce que comme tu as dit, c'est la moitié du temps, mais tu as aussi des vacances universitaires, donc tu peux à ce moment-là profiter avec le train ou l'avion pour voyager. Je donne un exemple. Le train est assez cher en ce moment, quand même, je trouve, en Russie, par rapport au salaire moyen russe. Hein. Ouais. L'avion, on est plutôt dans le sud, qu'on se rapproche, on va dire, de l'ex-Ukraine, ça devient un peu compliqué. Mais si vous réservez, par exemple, un billet d'avion à l'heure d'aujourd'hui, Moscou-Vladivostok, par exemple, si vous prenez un billet open, vous êtes à plus de 50 000, 60 000, voilà. Si vous le réservez à l'avance, vous êtes à 17 000 roubles. Faites le calcul vous-même. Hein. Y a des moyens de voyager pour pas cher en fait en Russie si vous vous y prenez à l'avance. Et le meilleur moyen, c'est quand vous venez et que vous êtes en fait décontracté parce que vous apprenez quelque chose, vous êtes à l'université. C'est un peu une année sabbatique comme on dit, mais il y a quand même du travail. Hein. Dama chez Zadanier. Toujours. Et les devoirs. Mais toi, on va revenir, on va recadrer. Attends, je voudrais compléter sur le transport. Le train, par contre, en Russie, c'est vraiment différent de la France pour ça. C'est que le train n'est pas juste un moyen de transport. Dans le train, comme on dit Rassia, Géviot, Dorogami, c'est la Russie se vit sur la route et on rencontre des gens dans le train, dans les fameux coupés. C'est un truc assez particulier, le train en Russie. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller j'ai pas été jusqu'à Vladivostok, mais j'ai été jusqu'au Baïkal. Donc, j'ai fait le train sur 5 jours. Et j'ai fait des rencontres que j'aurais jamais pu faire autrement, je pense. Et il y a cet aspect dans le train russe où les gens s'intéressent à vous. Enfin, moi, ça a été ce qui s'est passé. J'ai aussi passé le temps. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a un côté presque psychanalyse où les gens racontent leur vie, on raconte la nôtre. On sait très bien qu'on se reverra jamais. C'est ça. Ouais. Et c'est très particulier. Très particulier. C'est pas juste un moyen de transport. Oui, c'est... alors, parler un peu russe quand même avant pour faire ça. Mais c'est un voyage à faire. Certains disent « 5 jours dans un train. Hein. » Bon, le train, il s'arrête, vous pouvez sortir. Sur le quai de la gare, vous pouvez aller acheter à manger à côté. Le train, il va rester une demi-heure, 1 heure, hein, des fois, hein, ou plus. Donc, vous avez le temps de revenir dans votre train. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas partir. Surtout qu'en Russie, ils partent à l'heure. Hein.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ils partent pas avant, ils partent pas après en général, ils partent vraiment à l'heure. Donc s'ils vous disent telle heure, vous êtes sûr que c'est telle heure. Mais oui, c'est un truc à faire. Oui, tu as fait cette expérience, je le vois dans tes yeux oui, c'est vrai. On oublie souvent ça. Oui, quand on est en Russie depuis un certain temps, c'est vrai que c'est normal, quoi. Moi, il y a des choses qui me paraissent normales aujourd'hui, mais que j'oublie effectivement de dire ah bah oui, c'est vrai. Tiens, voilà bonne idée de reportage. On voit pas. Donc, tu conseilles pour quelqu'un qui voudrait venir d'abord quelle chose qu'il devrait faire avant de venir en Russie? Avant de venir en Russie, comment il doit se préparer? Bosser au maximum le russe, quoi. Le russe. Pas seulement utiliser des applications, ça sert pas à grand chose. On progresse pas vraiment en russe. On peut acquérir un peu de vocabulaire, mais moi je recommande de prendre des cours en ligne avec des profs russes, francophones, c'est l'idéal. Ce sera aussi économiquement le moins cher. Plutôt que voilà, enfin, en individuel. Après, ça dépend. Oui. Après, ça dépend. Il y a différents profils. Il y a des gens qui aiment bien travailler seuls. Pour ça, j'ai une solution. Vous trouverez les liens dans la description ou dans un des commentaires ou à propos de la chaîne. Puis il y a des gens qui ont besoin effectivement d'être guidés, plus guidés en réalité, en direct, et les cours avec un prof individuel, puisqu'en groupe, non, il y a moins de proximité. Ça permet de développer. Alors, petite information, quand vous apprenez une langue, déjà quand vous faites votre cours, concentrez-vous. C'est l'instant présent, ce qui existe avant et après n'existe pas. Donc vous vous concentrez, vous faites ce qu'il y a à faire, c'est la répétition. C'est pas la motivation qui doit vous guider, c'est la discipline, parce que la motivation, un jour vous l'avez, un jour vous l'avez pas, et la discipline, c'est la régularité qui vous permettra d'avancer. Et puis en plus, quand vous êtes curieux, vous pouvez poser plein de questions à votre prof. Il faut qu'elle parle français, évidemment, pour qu'elle puisse vous répondre. Et ça, c'est la meilleure façon d'avancer, parce que vous venez à un cours, vous venez pour l'individu, et en même temps, vous avez les réponses, vous pouvez avancer, et après, vous pouvez faire votre petite recherche aussi personnelle. Ouais. Et le rapport qu'on a élève-professeur, c'est un petit peu différent, je trouve, en Russie par rapport à la France. Quand on prend des cours avec une prof russe, il y a un vrai engagement de l'élève vis-à-vis de sa prof ou de son prof. Ça ne va pas vraiment passer si on est absent à des cours, et même qu'on est inconstant, on annule des cours au dernier moment. C'est pas ça. Les profs, si on n'est pas investi, si on ne progresse pas, si on ne révise pas, ils vont perdre confiance en leurs élèves. Là où il y a plus... je ressens ça, quoi, en France. À l'université... Les profs sont moins impliqués. Demandent moins d'application. Oui, quand tu vas à l'université en Russie, tous les cours sont obligatoires. Hein. C'est comme à l'école. Tu n'as pas le droit de dire de ne pas être absent, tu viens juste au TD et puis à l'examen. Ça ne fonctionne pas comme ça en Russie. Tu es obligé de venir. Si tu t'absentes, tu es obligé de te justifier. C'est pas le turnover, le fast-food, tu rentres, le libre-service. C'est quand même un peu plus... c'est un peu plus discipliné. Bon, c'est à l'ancienne, quoi. C'est pas un peu le grand Capharnaüm d'aujourd'hui où tout le monde va à l'université pour apprendre de la sociologie, quoi. Oui, tout à fait. Et je voudrais dire un autre truc aussi. Alors, moi, je le vois au travers de mes clients français qui viennent en Russie. Souvent, les Français qui s'intéressent à la Russie sont extrêmement politisés. Ils ont des avis très tranchés sur la Russie, souvent une sorte d'idolâtrie. Moi aussi, ouais. Moi, de mon expérience, alors voilà, ça fait pas 15 ans que je suis en Russie, mais ce que je remarque, c'est que les Russes parlent pas vraiment politique. Les Russes, de ce que je comprends de leur mentalité, restent concentrés sur les choses sur lesquelles ils ont un pouvoir d'action, les choses concrètes pour eux. Et des Français qui viennent ici en Russie et vont parler, vont faire des explications géopolitiques sur ce qui va se passer pendant l'opération spéciale. Souvent, ils vont saouler les Russes. S'ils s'adressent à des femmes, notamment, dans un cadre romantique, c'est vraiment pas l'angle d'attaque qu'il faut avoir.
Si vous avez ce projet d'expatriation, bien sûr, vous êtes probablement quelqu'un de politisé et qui s'intéresse à tout ce qui se passe en ce moment, mais intéressez-vous à la Russie. Moi, c'est la recommandation que je peux vous faire, autrement que par l'aspect politique, géopolitique, militaire. Il y a d'autres choses à voir. Oui, la Russie, c'est pas le médecin qui va guérir les maladies que vous avez pu avoir ou que vous pouvez subir en Occident. Si vous avez déjà des problèmes en France, venir en Russie, si vous ne les avez pas résolus avant et vous allez les emporter avec vous, avec vos valises, ça ne va pas changer. Peut-être même empirer, puisque vous ne serez pas dans un environnement que vous pourrez contrôler à 100% au début. Mais oui, les Russes se concentrent sur l'essentiel. Certains, ils sont très pragmatiques. Et en plus, il y a plein d'émissions de télé, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, en première partie de soirée, en deuxième partie de soirée, sur la géopolitique, sur ce qui se passe. La télé, à toutes les heures, ils savent, donc ils n'ont pas besoin d'explications. Et qui plus est, du côté un peu français, un peu prétentieux et moralisateur, voilà. Et même un Russe qui d'ailleurs pourrait, souvent d'ailleurs, vous allez arriver, un Russe va critiquer son pays, mais si vous vous dites la même chose, il ne va pas apprécier que vous le dites. Ouais. Donc c'est pas un terrain à aborder, et puis vous venez pas en Russie pour vous compliquer la vie non plus, vous venez justement pour changer de vie, vous venez pour avoir une meilleure vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de penser à ce genre de choses, on a notre éducation, etc. Moi j'en suis un exemple, j'ai de multiples vies en même temps, on va dire en parallèle, mais c'est quelque chose qu'il faut lâcher du lest. Et évidemment, et ça me permet, c'est la question que j'allais aborder sur ton activité professionnelle aujourd'hui en Russie, ce que tu peux donner, c'est, oui, il y a les hommes, il y a les femmes. Oui, excusez-moi, mais il y a deux genres différents, et en Russie, partout dans le monde, les gens sont identiques. Mais en Russie, le curseur est un peu pas à la même place, et le rôle d'une femme et le rôle d'un homme sont très clairement, on va dire, installés. Et donc, en général, avec votre femme peut-être, et encore, mais dans un rendez-vous romantique, ne faites pas le m'as-tu vu, je connais les secrets qui gouvernent le monde, oui. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Si la femme est venue en rendez-vous pour vous voir, c'est pas pour parler de politique. Mais finalement, on n'est pas si différents. Admettons si on était des Français en France, quelqu'un qui viendrait de l'étranger, qu'on puisse rencontrer et qui nous ferait une démonstration logique comme quoi notre président Emmanuel Macron est super ou l'inverse après tout. Mais je pense qu'on aurait cette réflexion de lui dire mais t'es qui pour donner ton avis, qu'est-ce que tu connais Un peu moins, les Français sont un peu plus masochistes, les Russes sont pas masochistes pour leur pays, ils sont quand même fiers. Moi ça me gênerait moi. Mais t'es vieille France. C'est ça. La France qui n'existe plus. Un peu trop réac. Bah, t'es un des derniers des Français. En fait. Voilà. On est une espèce en voie de disparition. Et c'est pour ça qu'on essaie de se protéger en Russie. On le peut. Ok, t'es venu en Russie, t'avais un projet professionnel, tu nous l'as indiqué. T'es passé par l'université, porte d'entrée. Maintenant, t'as un joli visa qui va te permettre de rester. T'es dans le processus, t'es parti, donc voilà, c'est bon. Et tu as un projet de business, mais qu'en même temps, pour toi, une sorte de, je dirais pas de sacerdoce, mais c'est un peu la mission que tu t'es confiée à titre personnel aussi, dans les rencontres justement entre les hommes et les femmes. Oui. C'est plus un projet, hein, c'est du concret aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je traduis en français des mots qui pour moi projet, c'est-à-dire que les choses qui sont en cours. Sinon, ce sont des dossiers. D'accord. Ah oui, et puis alors tes dossiers, ouais. C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire, ouais. Oui, alors j'ai monté une agence matrimoniale spécialisée sur le marché, on va dire, franco-russe, franco dans le sens francophone. Donc j'accompagne des clients qui sont des hommes francophones occidentaux à rencontrer une femme russe pour fonder une relation sérieuse et se marier. Donc c'est une agence qui existe maintenant depuis pratiquement 1 an. Et puis voilà, on a nos clients qui viennent de France. On commence par, on va dire, une recherche à distance. On fait rencontrer nos clients et les femmes russes en visioconférence. On les accompagne là-dessus. Si linguistiquement il n'y a pas de langue commune ou s'il y a des difficultés, on leur propose le support d'une traductrice, au moins pour le début, pour initier la communication.
Et ensuite, on accompagne nos clients en Russie pour rencontrer les femmes avec lesquelles il y a un potentiel dans la rencontre. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'au mariage et à la vie commune, que ce soit dans un projet d'expatriation, même si c'est pas toujours facile de le faire dans ce sens-là, soit de vivre par exemple en France, en Suisse ou dans tous les autres pays francophones ou dans tous les autres pays du monde. On a eu un client cet été en Afrique du Sud par exemple, dans leur pays avec leur femme russe. Mais comme, là je vais faire mon russe chauvin. Vas-y. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi citoyen russe. Comment t'assurer que ces rencontres, ces mariages, se fassent, sont win-win, comme on dit maintenant, sont gagnant-gagnant. C'est-à-dire non seulement pour l'homme occidental, ou le français, le suisse, le belge. Je crois que tu t'ouvres au marché anglophone maintenant aussi. Exact. Que ce soit équitable pour les deux, pour la femme russe qu'elle se retrouve aussi, parce que la femme russe a aussi des exigences particulières. C'est pas simplement une poupée russe à disposition sur catalogue. Hein. Il y a un être vivant derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les femmes de mon agence, elles sont réellement motivées pour rencontrer quelqu'un. C'est un sujet qui est assez profond, je vais essayer de synthétiser. Ce serait long, ça mériterait une autre vidéo. Ouais. Je vais prendre peut-être des raccourcis. Disons que si je synthétise le marché tel que j'ai ma compréhension du marché de la rencontre en Russie, on a une énorme tension sur la demande d'hommes russes qui ont un certain niveau. Et on va dire principalement les hommes slaves. Donc il y en a trop peu, malheureusement. Donc les femmes russes qui sont intéressées par ce type de profil, donc qu'elles soient dans la vingtaine, dans la trentaine, ou même des femmes qui ont passé 40 ans ou plus, sont célibataires. C'est des femmes qui ont un super niveau, que ce soit des moscovites très urbaines ou des femmes de province. De toute façon, on a tous les profils dans l'agence. C'est des femmes qui sont actives, qui ont souvent fait des très belles études, qui ont des bonnes carrières professionnelles, et qui n'ont pas rencontré un homme, ou alors qui ont déjà divorcé, et qui ont beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui est à leur niveau sur le marché russe. Donc elles s'ouvrent à cette possibilité de rencontrer quelqu'un à l'étranger. Parce qu'elles veulent se marier, pour certaines, celles qui sont dans la tranche d'âge, fonder une famille ou avoir d'autres enfants. Donc voilà. C'est encore plus sérieux finalement. Pour moi, ce que tu me décris, c'est pas tiens, je cherche un mari pour la première fois, en quelque sorte. Donc ça sous-entend, ou alors elles ont déjà eu elles sont pas mariées, mais elles ont déjà eu des expériences et elles ont été très déçues. Mais elles savent ce qu'elles veulent, en fait. Elles savent ce qu'elles veulent. Ouais. De toute façon, comme tu l'as dit, les Russes sont pragmatiques. Et nous, on assume le qualificatif. Enfin, on est une agence matrimoniale. On accompagne les gens qui veulent se marier. Donc, ça n'a rien à voir avec un site de rencontre. Il n'y a pas de rencontre d'un soir. C'est pas l'idée du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des couples sérieux qui vont fonctionner sur le long terme. Donc non, la moralité des femmes russes, elle n'est pas à remettre en question, même si, bien sûr, on peut toujours, comme on dit, tomber sur une michto, quoi, mais encore une fois, il faut, entre la réalité et les histoires qu'on peut entendre, il y a souvent un monde. Non, mais justement, si certains, des fois, je pense à quelqu'un en particulier, il y a quelques années, qui pensait, en bon français, vouloir tout faire, en disant pourquoi je vais devoir payer des services, je peux aller. Mais... Bon, le résultat, c'est que il est tombé sur une fille comme ça, effectivement, ouais. Et au final, ça lui a coûté plus cher, largement plus cher, et perdu énormément d'années. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se planter. La ressource la plus précieuse, ça reste le temps, bien sûr, l'argent n'est qu'un moyen. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui s'achète. En réalité, qui est le plus cher au monde, c'est le temps. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, le problème, enfin, on va dire la moralité des femmes russes, d'expérience, je ne la remets pas du tout en question, c'est plutôt les hommes.
qui, pour moi, ont des critères qui sont pas forcément réalistes. Les hommes français ou tu parles des hommes russes? Non, je parle des hommes français. Alors les hommes russes, c'est très carré. Ils sont souvent, quand ils recherchent une femme, ils sont très attentifs à la tranche d'âge. Ils vont chercher la femme souvent la plus jeune possible, quitte à faire des concessions sur d'autres critères. Donc ça crée un peu une pénurie d'hommes qui s'intéressent à ces femmes qui ont souvent passé 30 ans ou 40 ans. Les hommes français qui, pour qui ça marche pas, ils s'arrêtent trop sur des critères physiques, ils pensent pas au couple tel qu'il peut fonctionner sur le long terme ensemble. et à la tranche d'âge. Ils cherchent une femme souvent qui est trop jeune. On peut estimer, c'est ce qu'on dit souvent entre agences, c'est qu'au-delà de 15 ans de différence d'âge, on peut douter sur la moralité des gens qui se lancent dans ce type de relation. Des uns ou des autres, ouais. Voilà, des deux côtés. Une femme qui accepte un homme trop âgé, elle ne s'intéresse pas à lui juste pour sa personne. Il y a peut-être autre chose. C'est évident. On peut le supposer. C'est évident. Maintenant, des fois, tu sais, si c'est d'un commun accord et que les gens comprennent, auparavant, il y avait des mariages forcés et puis l'amour arrivait avec les années aussi. Hein. Mais bon, on n'est plus dans cette période-là de l'histoire. Oui, et est-ce qu'en amour, il faut comment dire, miser ses espoirs sur ce que les gens puissent tomber amoureux sur le long terme? Non, aujourd'hui, non, vraiment. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce genre de choses. On n'est pas à moins d'une crise économique catastrophique, jamais vue depuis 2000 ans, où les gens redeviennent sur... c'est juste la survie. Là, effectivement, on n'est pas dans cette situation. Et en Russie, sachez-le, l'économie, si elle a des difficultés, si on fait une comparaison, comme on dit, avant ou après, il n'y a pas photo. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque aujourd'hui. Il y a eu, dans le matrimonial francophone, il y avait eu une sorte d'Eldorado avec le marché ukrainien, parce que c'était devenu le tiers-monde et les femmes voulaient partir à tout prix. Pourquoi c'est devenu? C'est toujours, malheureusement. Oui, mais même avant l'opération spéciale, c'était le tiers-monde. C'était la Russie qui est des années 90 qui n'a jamais bougé, en fait. Ouais. Et la Russie, c'est pas ça. Les femmes qui sont intéressées pour rencontrer un étranger, c'est pas pour fuir la Russie. La Russie, on la fuit pas pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Ça marche pas comme ça. C'est important de le comprendre. Oui, ça c'est très important, parce que les gens pensent encore que tous les gens sont pauvres, etc. Bon, il y a peut-être des zones dans des villages ou des villes qui sont plus, des petites villes qui sont plus ou moins abandonnées, mais les pôles de modernité sont les villes en Russie, et le niveau de vie, quand on dit la parité du pouvoir d'achat, je suis pas sûr, je dis ça, mais je ferai aussi une vidéo dessus, mais en fait je le sais très bien, c'est une fausse question, c'est une question rhétorique. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'avantage de la France. Les gens seraient surpris de voir le niveau de vie qu'il y a dans les villes, hein, surtout à Moscou, même à Krasnodar. Regardez simplement, des fois, regardez simplement les voitures, vous comprenez tout de suite déjà la différence. Mais on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Je vais faire beaucoup de vidéos, les amis. Donc ton agence, on en parle, hein, en tant qu'il parle de son activité professionnelle, parce que ça vous prouve que vous pouvez monter votre activité professionnelle aussi en Russie, mais si vous savez pourquoi vous venez et si vous persévérez. Après aussi, si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, ça c'est une autre question. Mais et toi, donc, à l'heure actuelle, ton agence, elle se développe aussi à l'international, ou tu poursuis, ou tu es déjà sur d'autres projets ou quoi que ce soit? Alors, tu m'offres l'opportunité d'en parler. Je suis en train de développer on va dire, quelque chose d'un peu plus... qui est moins centré sur le matrimonial, avec toute la pression que ça peut mettre. Parce que quand on est un homme français, parler mariage alors qu'on a rencontré personne en Russie jusqu'à présent, c'est des fois un petit peu dur à entendre. C'est un projet un peu flou, ouais. Ouais, alors on va lancer du speed dating. Alors, je ne sais pas quand la vidéo sortira, ce sera peut-être déjà en place au moment de la sortie de la vidéo, mais voilà, du speed dating en ligne, pour donner la possibilité à des hommes francophones de pouvoir rencontrer en ligne des femmes avec un système sur une plateforme où on tourne toutes les 15 minutes pour rencontrer une nouvelle femme, et les hommes auront la possibilité d'avoir une traductrice qui va traduire en simultané.
c'est en différé. Je sais jamais, je me plante à chaque fois. Ben, en simultané, si c'est un dialogue. Oui, c'est en simultané. En simultané, les communications donc, avec les jeunes femmes qui vont pouvoir rencontrer. À l'issue du speed dating, ils auront la possibilité d'obtenir les coordonnées téléphoniques des jeunes femmes qui leur auront plu et pour lesquelles il y aura un match. Les jeunes femmes seront... Que ce soit d'accord des deux côtés, oui. C'est ça, exactement. Et donc, voilà, donc c'est une nouvelle activité qu'on lance dans l'agence. Donc on propose ça à nos clientes, nos clients et les gens qui sont intéressés par ce type de rencontre. Oui, ça, en plus c'est original, ça n'a jamais été fait, donc ça va bien fonctionner ton truc. Moi personnellement, hein, je suis plus, et je pense que toi également, mais après chacun est libre de sa vie et de son choix, hein, mais de former des couples et des familles en Russie. Pour des familles européennes en Russie, pour participer à un renforcement, on va dire, démographique du pays, qui en a besoin, comme la plupart des pays, on va dire, occidentaux. Mais fonder une famille en Russie, c'est se mettre dans le futur, se projeter dans le futur, et je pense qu'il y a bien plus à l'heure d'aujourd'hui, comme pour demain, de devenir, on va dire, pour une vie convenable et une vie pleine d'avenir en Russie qu'en Europe occidentale. Les courbes se croisent, actuellement, et elles sont montantes pour la Russie et descendantes pour la France. Encore une fois, on en parlera dans une autre vidéo. Bon, on va conclure. On pourrait parler encore des heures et des heures. Et encore, toi, je t'ai laissé parler. En général, je parle trop, mais dans les podcasts, je me tais, je dis non, c'est pas moi l'invité, Fabrice. Donc, il y a plein de questions. Quand même, ici, j'avais une question que j'avais. Justement, sur tes dating, je t'avais dit pour les rencontres, qu'est-ce que tu as mis quand même autant pour, par exemple, l'homme français, que pour la femme russe, les garanties pour que les relations soient je dirais pas morale, puisque je préfère le mot éthique, mais que ce soit respectueux et que ce soit pas la chasse à court, quoi. Autant pour la femme qui serait justement une michetonneuse, ou l'homme qui serait qui voudrait, qui promettrait des choses du jour au lendemain, mais qui n'aurait pas déjà en plus les moyens, mais surtout la volonté de construire une vie sérieuse, et donc de faire perdre du temps à la femme, et la femme faire perdre du temps à l'homme. Alors, à tous mes clients, je conseille un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans on va dire, les mariages mixtes entre français et russes. Donc, je conseille à tous mes clients de faire un contrat de mariage avec séparation de biens. Si la femme n'accepte pas ces conditions, faut qu'elle ait une bonne explication. Voilà, moi je vous donne un tuyau par rapport à ça, c'est que vous passiez par mon agence ou pas. Si par exemple vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une entreprise qui est financièrement, où vous avez un engagement financier par rapport à cette entreprise, le fait de faire une séparation de biens, ça désengage votre conjointe. Ça la protège. Voilà, ça la protège. Donc c'est une façon de vendre le contrat de mariage avec séparation de biens. Pour moi, c'est un prérequis, je le conseille à tout le monde. Ça peut être une relation désastreuse sur le long terme, si après faut couper la poire en deux sur un patrimoine immobilier ou ce genre de choses. Ouais, non, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Se protéger quand on se marie. Oui, c'est une obligation. La personne qui va se marier et qui ne le fait pas, je vous le dis, vous n'avez pas le choix, faites-le. C'est mieux pour tout le monde, comme ça les choses sont claires dès le début et ça n'envenime pas une dispute qui pourrait... voilà, puisque on souhaite évidemment que les choses se passent toujours bien, mais il faut toujours prévoir les choses si elles ne se passent pas bien, et que si elles ne se passent pas bien, que ça se passe le mieux possible. Et quand ces questions seront faites avant, vous êtes soulagé, elle est soulagée, il y a des questions que vous n'aborderez plus jamais, qui ne seront pas des zones de conflit, puisque ce seront déjà établis c'est des prérequis, on va dire. Et même si en Russie, les séparations de biens, c'était pas tellement à la mode, c'est quand même de plus en plus le cas aussi. Voilà, donc
c'est quelque chose qui est pas choquant, on va dire, quoi. Il y a 20 ans peut-être. Aujourd'hui, ça passe mieux. Puis c'est toujours mieux de toute façon. Il faut toujours être clair, comme tu disais, respecter les uns et les autres. Bon, bah, on va conclure là, parce qu'on a beaucoup de choses encore à faire là, à Krasnodar aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, on va peut-être. C'est quoi ton. Alors, t'es arrivé il y a peu de temps, t'as pas encore voyagé, mais on va faire un petit peu là tout à l'heure. On va se balader sur Krasnodar. Peut-être que tu finiras ta soirée tout seul après, sans moi, mais pour autant, le premier aperçu que tu as pu voir de Krasnodar. Alors, ça ressemble à d'autres villes, on va dire, moyennes, même si c'est quand même une grande ville, Krasnodar, que j'ai pu visiter en Russie. Bon, le truc qui a l'air incroyable, c'est la météo. On voit au loin le Caucase, enfin, géographiquement, c'est super bien placé. Ouais. Je t'ai fait cette réflexion tout à l'heure où pour moi ça me faisait penser à Toulouse. Je parle sur le plan géographique où il y a la mer qui est pas loin, la montagne qui est pas loin non plus. On parle pas des habitants. On parle pas des habitants. Mais ouais, Krasnodar a l'air d'être une super ville. C'est vrai que Moscou est cher, Moscou est intense. C'est fatigant de vivre à Moscou, il y a du bruit tout le temps en permanence. Les gens vont vite, parlent vite, marchent vite. Ici, je sens que c'est beaucoup plus cool. Ah, ça a aussi des inconvénients. Hein. Ouais. Oui, si tu veux, la notion du temps, des fois, c'est un peu aléatoire. Mais pour autant, c'est un autre mode de vie, oui, c'est un autre mode de vie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs Russies différentes, et peut-être même avec une période de votre vie, Moscou sera mieux, et puis après, au bout de 5 ans, 10 ans, vous voudrez être... votre vie est plus rangée, vous avez une profession qui vous permet de pouvoir vous mettre où vous voulez. Bon, vous voulez un endroit où il y a toujours une ville dynamique, qui est proche de la mer, proche de la montagne, qui est, quand ce qui se passe actuellement sera résolu, qui est pas très loin d'Istanbul en avion. Istanbul qui est l'aéroport qui a le plus de destinations au monde. Vous avez le soleil, ça c'est quand même important quoi qu'on en dise. Hein. Quoi qu'on en dise, ça joue énormément sur le moral. Ville dynamique, ville universitaire. Donc c'est pour ça que moi, je sais pas parce que je vis à Krasnodar que je dis que c'est la meilleure des villes. Je donne les arguments et je ferai j'en parlerai souvent de Krasnodar pour mettre en avant c'est ce côté positif ou négatif. Je vous ferai des vidéos, des photos en vous montrant les côtés les plus beaux et les côtés les plus moches aussi. La vie. D'ailleurs, quand il y a des gens qui viennent à Krasnodar, j'ai ce qu'on appelle un Krasnotour. C'est pendant 3-4 jours, où donc du matin au soir, pendant 3-4 jours, on fait tout en voiture, en taxi, en tramway, à pied, et je montre les endroits les plus beaux, les endroits normaux, les endroits les plus moches, voilà. Parce que Krasnodar ne revient pas pour sa beauté architecturale, hein, ça a été détruit à 85% pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il ne reste pas grand-chose. Bien qu'il y ait une prise de conscience dans le petit centre-ville, et donc il y a des aménagements qui se font, mais pour autant, vous avez... c'est une atmosphère, c'est plusieurs villes différentes dans une même ville. C'est différent. Je dis simplement, je te l'ai dit tout à l'heure ou hier, je ne m'en souviens plus, qu'il y a un nouveau quartier qui est en train de se construire. C'est un quartier, c'est 300 000 habitants, pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qu'est le développement de Krasnodar. C'est un des nouveaux quartiers qui est en cours de construction. Il est déjà, je crois, il est déjà fait à peu près à 20%, il est déjà construit. Et puis, il y a une toute petite, mais il y a une petite communauté française à Krasnodar. Donc c'est vrai que quand on change de pays, comme ça, qu'on arrive quelque part, c'est bien de pouvoir quelquefois se retrouver entre Français pour parler du pays ou la structure, ou au moins parler français. Oui, les Français par défaut sont pas très communautaires, on va appeler ça comme ça. Donc il y a un certain nombre de Français, mais à Krasnodar ou dans le Kraï, qui vivent leur vie tout seuls et qui ne veulent absolument rencontrer personne, et c'est leur choix. C'est leur choix. Et sur Krasnodar en particulier, essentiellement sur Krasnodar en particulier, vous avez une petite communauté qu'on a structurée. On a nos habitudes maintenant, on se rencontre au moins une fois par semaine. Tout le monde n'est pas obligé de venir, mais on vient, on discute entre Français, entre hommes. Et vous acceptez pas les femmes? Pas dans cette réunion-là. Il y a d'autres endroits, d'autres moments, d'autres circonstances. Okay.
Et voilà, on a nos petits rites, on va dire, en quelque sorte. Mais chacun ayant sa vie, on n'est pas une secte. Je ne sais pas si le podcast sera fait avant ou après que j'ai fait avec Seb. Vous verrez, lui, il est de Krasnodar, il est allé en Chine, il repart en Chine, mais pour autant, il a bien indiqué ce qu'il ressentait justement sur Krasnodar. C'est une personne qui a vécu à Moscou, Saint-Pétersbourg, donc lui, son choix, c'est Krasnodar après tout cela. Donc oui, donc Krasnodar a beaucoup quand même d'avantages. Maintenant, quelqu'un qui est speed, qui veut que tout aille vite, etc. Bon, ici c'est un peu plus calme, on est dans le sud quand même, quoi. Le soleil, ça joue aussi sur le comportement. Voilà. Mais après tu t'y fais, quoi. Mais t'as pas encore tout vu, donc je vais te montrer 2-3 choses avant que tu repartes. Ouais. C'est assez rapide, mais tu as plein de choses à faire. Quand on est une entreprise, on ne peut pas se permettre de s'absenter une semaine. Oui, surtout que le trajet actuellement, il est un petit peu long parce qu'il faut venir en train, ou alors il y a le combo train-avion, et j'en ai pour 18 heures, je crois, de train retour. Ah, ça, c'est le train rapide. C'est le train rapide, ouais, c'est le plus rapide. Ouais. Sinon, c'est 23 heures, 24 heures, quoi. Ouais. Ou alors train plus avion, et là, tu mets peut-être 10 heures, quoi. Mais bon, c'est le train à la russe, on est sur une couchette, on peut dormir, ça va passer. Il y a le wagon restaurant, voilà. C'est vrai. Qui est bien, avec le wifi intégré, etc. Oui. Un mot de fin ? Quelque chose autant sur toi, individuellement, ton expérience. Un conseil que tu devrais donner aux personnes qui veulent venir vivre ici. Un conseil aux gens qui disent j'aimerais bien trouver une femme russe. Et peut-être un mot de la fin. Ok, ça fait beaucoup de mots. Je suis exigeant. Alors, pour un conseil que je voudrais me donner aux gens qui veulent venir en Russie, enfin qui ont cette idée de l'expatriation, c'est tester. Venez en Russie. Voilà, même changer, en fait, ne voyez pas que Moscou, venez à Krasnodar, c'est un super exemple. Vous avez la chance d'avoir Fabrice en plus sur place pour vous faire visiter la ville. Donc testez, venez en Russie et aussi bossez votre russe. Rien ne sera possible sans le russe. Ouais. Si vous voulez rencontrer une femme russe, je ne vais pas vendre mon service plus que ça, mais bon, ce que je veux dire, c'est c'est un engagement. L'engagement qu'on peut faire vis-à-vis d'une femme, après, ça a des conséquences sur toute sa vie. Surtout si vous avez des enfants. Donc, vous laissez pas, trop embarquer dans une relation avec une jeune femme russe, si vous la rencontrez par exemple sur Internet, et vous laissez vos sentiments un peu vous submerger. Faites attention, soyez responsable par rapport à ça. Moi, je vous recommande, comme pour le reste, le support d'un professionnel. Ça peut être moi, ça peut être un autre. Et après, on va dire, sur un plan plus personnel par rapport à moi, moi, je suis très content d'avoir fait ce choix il y a quelques années maintenant. Et je me vois faire ma vie ici. Bon, je suis pas à Krasnodar ? Non, ici, en Russie. Mais Krasnodar, peut-être. C'est vrai qu'il y a des atouts. Et le soleil en fait partie. Bon, je suis pas comme toi encore citoyen russe, mais j'en prends le chemin. Et voilà, moi j'ai cette idée de faire ma vie en Russie, fonder une famille ici. Donc venez en Russie, c'est super. Il y a l'avenir. Venez découvrir, venez en touriste. Venez à Saint-Pétersbourg, venez à Moscou, venez à Krasnodar, venez à Sotchi pour ceux qui aiment bien Sotchi, venez à Ekaterinbourg, venez à Irkoutsk, venez à Vladivostok si vous voulez, mais c'est vraiment des Russies tout à fait différentes. Mais comme je le dis, chacun a un profil différent. Peut-être que la Russie n'est pas faite pour vous, mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas venu. Venez en été, venez en hiver, parce que Saint-Pétersbourg l'été c'est joli, mais en hiver c'est autre chose. Pareil pour Moscou.
D'ailleurs, l'idéal, ce serait même de venir dans une ville en hiver. Si vous pouvez supporter une ville en hiver en Russie, vous pourrez encore mieux la supporter en été. Voilà. Mais, parce que j'ai souvent des gens qui, justement, ils y vont à Saint-Pétersbourg. Évidemment, c'est une ville-musée à ciel ouvert. En juin, juillet, c'est sympa. Ouais. En décembre, janvier, c'est différent. Ouais. Déjà très différent. Moscou, c'est pareil, mais c'est déjà un peu autre chose quand même. Après, Moscou, l'hiver, on vit pas dehors, quoi. On est dans les transports, on est dans le métro. Donc l'hiver est agréable. Hein. Moscou est une ville magnifique. Et je voulais dire un truc, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur Internet, mais souvent quand on parle d'expatriation, on parle de liberté financière, avec cette idée qu'on peut développer une activité sur Internet pour être libre géographiquement et comme ça s'expatrier. Moi, j'ai des exemples concrets autour de moi de jeunes. Alors, un profil de jeunes, c'est ce qu'il y a d'idéal, qui sont passés par l'université. En plus d'avoir appris la langue, souvent ils ont passé un diplôme en langue russe et qui ont réussi à s'intégrer dans la société russe. Il y en a, c'est pas facile, mais il y en a. Donc, si vous souhaitez vous expatrier en Russie, d'être un entrepreneur du web, c'est pas forcément votre seule option. Vous pouvez venir en Russie pour apprendre le russe, apprendre une compétence et vendre cette compétence sur le marché du travail russe. On a besoin de ressources, on est en grande tension sur le marché du travail. Donc si vous avez des compétences et que vous souhaitez les apporter à la Russie, c'est aussi un angle d'attaque pour vous expatrier. Oui, il y a les études, la formation, les compétences, l'entrepreneuriat sur Internet, mais tout ça je le répète encore et on va conclure là-dessus, c'est les profils sont différents, tout le monde n'est pas identique, c'est pour ça que moi quand je fais les appels focus avec mes clients, c'est pour faire un peu un bilan de tout cela, parce qu'entre le rêve et la réalité, il y a deux choses différentes, et puis des fois vous ne voyez pas vous-même où vous en êtes, hein, précisément en réalité, ou les opportunités en fait, qui sont devant vous et que personne ne vous a parlé, ou même vous imaginez que ce n'est pas fait pour vous, alors que si. Si, il y a plusieurs façons de rentrer en Russie, il y a plusieurs façons de vivre en Russie, de gagner sa vie, et il y a plusieurs façons, enfin plusieurs endroits où vivre en Russie. C'est pas que Moscou, c'est pas que Saint-Pétersbourg, c'est pas que Krasnodar. C'est très très vaste, même si la majeure partie de la population vit à l'ouest de l'Oural. Mais la Sibérie, c'est encore autre chose. Il faut aimer les hivers froids, évidemment, mais c'est froid et sec. C'est pas le froid et humide de Saint-Pétersbourg, c'est pas le même. Donc l'avantage de Krasnodar aussi, c'est que Fabrice peut vous héberger. Il a un super canapé dans sa cuisine. Il en a testé. Un canapé-lit, monsieur, on appelle ça. Un canapé-lit, ouais. Da, divan cravate. Voilà, dans mon appartement qui me sert pour l'instant de studio. Il y aura plusieurs décors différents dans les prochaines vidéos, vous verrez. Voilà. Oui, sinon, de toute façon, il y a des hôtels pas chers, il y a des appartements pas chers. Il y a plein de possibilités sur Krasnodar pour venir. Il y a plein de choses à faire. Sur Moscou aussi, également. C'est vraiment, venez découvrir parce que vous allez voir, si vous n'êtes jamais venu en Russie, ça va être un choc, mais un bon choc en fait. Vraiment un bon choc, parce que même si vous avez une image positive de la Russie, vous avez encore quand même des a priori. Avec tout ce que les médias vous mettent bien dans la tête. Et même si vous en avez conscience et vous avez un recul critique, ça n'empêche que vous ne voyez pas la réalité. Quand vous allez venir, je pense que ça va être un choc et c'est à ce moment-là que je vous dis, venez, même ne serait-ce qu'à Moscou 15 jours, si vous avez envie. Venez ici à Krasnodar 15 jours, venez à Saint-Pétersbourg 15 jours, si on parle de ces trois villes essentiellement. Et déjà, ça va être un choc et vous allez savoir déjà si votre attrait se confirme. Si ça se confirme, passez à la vitesse supérieure, un plan, vous y allez, motivation, et puis peut-être qu'il faut toujours avoir des fois des plans B, quand même, si vous avez la possibilité, mais si les moyens sont limités, n'ayez qu'un plan A et brûlez vos navires. Complètement d'accord. Parce que ça ne vous laisse pas le choix de réussir. La Russie, c'est un pays, en fait, si vous voyez, il n'y a pas de filet social. Hein. Vous réussissez pas, grosso modo, mais quand il y a plein de possibilités, l'État n'est pas là pour vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez envie de faire. Au contraire, c'est simple. Et à l'heure actuelle, même d'ailleurs, dans certains business, c'est plutôt même, ils vous soutiennent. Donc, non, franchement, venez, vous allez voir, vous êtes très surpris.
Et quand bien même que vous ne voudrez pas vous expatrier tout court ou vous expatrier en Russie, vous allez voir le monde différemment, en particulier le vôtre. Et peut-être que justement ça va peut-être allumer la petite, et moi je le crois, la petite envie de venir vivre en Russie, ou même, vous savez, il y a des gens qui ils vivent un peu dans leur pays, puis ils viennent en Russie assez souvent, justement, ce qui leur permet le jour où s'ils ont vraiment besoin de basculer pour des raisons diverses et variées ou de crise économique, ils savent qu'ils ne partent pas dans un monde inconnu, quoi. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour venir vivre en Russie et profiter de ce qui la Russie vous propose, et la Russie vous propose simplement de redevenir vous-même. Pour moi, j'appelle ça, c'est une renaissance en fait. Ou une naissance tout court lorsqu'on a été endormi pendant très longtemps. Vous allez voir venir ici, simplement respirer, vous éloigner géographiquement de la France, si on parle que de la France, vous allez voir, même 15 jours, ça va vous faire un choc. Et beaucoup de gens, et ceux qui sont déjà venus en Russie le savent, quand ils partent, ils ont un mal, ils ont envie de revenir, en fait, parce que la comparaison avec ce qui se passe, voilà, l'atmosphère, c'est pas la même. Franchement, c'est plein d'ondes positives. Ouais. Moi, c'est comme ça. Même après 15 ans, je le ressens toujours comme ça. Puis on s'imagine que la France va nous manquer, qu'il y a plein de choses qu'on va pas retrouver de France, mais même au niveau alimentaire, enfin, on n'est pas malheureux, on dépérit pas en Russie. Il y a des Français qui font des pâtés. Dans le Kuban, il y a un Français bientôt qui va faire du foie gras. Donc, il y a rien qui nous manque de France, absolument rien en Russie. Non. On a absolument tout. Sur ça, voilà, on a tout. Monsieur le Moscovite, monsieur le mec du Nord. Le mec du Nord. Ah non, je suis pas du Nord, moi je suis un breton comme toi. Ah oui, c'est vrai, en France on est tous les deux bretons, c'est vrai. Sur ce, en bon breton, on va dire Kenavo, das vidania, Paka. Paka.